Eh ben, déjà, merci à tous d'être venus pour ce premier UX, UX Incognita. Donc moi, je me présente, donc, je suis Alexandra Nemri, je suis UX consultante à Murex. Donc, juste pour vous expliquer en quelques mots ce qu'est Murex, c'est une société édition de logiciels dans le domaine de la finance. Pourquoi le nom? Pourquoi UX Incognita? Donc on est parti dans l'idée qu'effectivement, l'inspiration Terra Incognita. Et on se disait qu'il y avait des pans de la UX qui étaient encore peu explorés ou qu'on aborde assez peu souvent. Et donc on a souhaité aborder ces sujets avec vous et vous présenter donc ces quelques idées. Comment va se passer la soirée? Du coup, on va avoir 3 speakers, 20 minutes chacun, donc 15 minutes de présentation, on gardera 5 minutes pour les questions. Et après, donc, on a des pizzas et des boissons, donc on pourra échanger, discuter, débattre après. J'ai affiché le Wi-Fi pour ceux qu'on aurait besoin. Voilà. On va commencer donc, avec le premier speaker, donc, Andrea Drell, qui est UX designer chez UX Republic. Donc UX Republic, je vais te remettre ça. Donc qui est boîte d'expertise dans l'expérience utilisateur. Voilà. Il faut juste... Voilà, là, faites bon. Ouais, c'est une pièce. Bonjour, enchanté. Donc, je suis Andrea Delray, je suis UX-designer chez UX Republic. Chez qui je travaille actuellement? Je travaille à la Société Générale, chez SGCIB, en finance. Et je connais rien à la finance. Pour être clair. Donc ça, c'est vraiment un truc important, c'est que j'y connais rien. Et que c'est pour ça aussi qu'un UX-designer a vraiment de l'intérêt. Là, il y a des designers dans la salle. Du coup, ça va. Après, c'est tech. C'est dev, c'est quoi? Dev. Et le reste de profil, c'est quoi? Expert dans un certain nombre de choses. Ok. Du coup, juste laisser passer. Il y a une phrase qui est importante qu'il va falloir que vous mémorisiez et que vous attendiez la fin et pourquoi. C'est il vaut mieux pas d'écran du tout que des écrans bien faits. Ça, vous allez le comprendre et c'est vraiment important. Cette phrase, elle est vraiment importante et elle résume entièrement la présentation. Donc pour un peu de contexte, moi ça fait 7 mois à peu près que je suis à la Société Générale, depuis mai dernier. Je suis arrivé dans une équipe où en gros, la première fois où on m'a parlé, on m'a dit j'ai besoin de toi pour placer un bouton. Ça c'est à peu près la vision qu'ont les gens dans le UX designer. Même d'un ergonome, c'est ultra réducteur. De dire qu'un UX designer place un bouton ou qu'un ergonome place un bouton, c'est ultra réducteur. Si on pouvait éviter. Je suis un peu franc et un peu cru sur ce genre de truc-là, mais c'est important que vous ayez ça en tête. Du coup, un UX fait des écrans à la Société Générale en mai dernier. C'est un peu la philosophie qu'il y avait. Je suis dans une équipe qui est en Kanban, donc je pense que ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde? Je pense que ça va. Et j'ai des développeurs en France et en Inde. 2 philosophies différentes. Là, je vais principalement m'axer sur comment on a géré les équipes en France et pas du tout en Inde, parce que l'Inde c'est une autre manière de travailler, c'est une autre manière de promouvoir l'expérience utilisateur et c'est un chapitre qu'on entame à partir de janvier. Je pourrais vous donner des tips à partir de janvier. En gros, quand je suis arrivé à la Société Générale, le Linux, ça vous parle? Oui, à peu près. Linux, c'est comment se tromper vite pour obtenir vite des bonnes hypothèses. On fait des hypothèses, on se trompe, et on améliore et on itère en permanence. J'abrège un petit peu. On se base pour ça sur des proto-personas, et en fonction de ça, on se dit, bon, ok, l'utilisateur il a besoin d'avoir une page pour imprimer des documents. Et donc on va faire une page qui permet d'imprimer des documents. Ça c'est ce qui se passait actuellement. En gros, c'est un peu une divergence du Linux, c'est de le prendre et mal l'exploiter. Parce que le Linux ne se passe pas de recherche utilisateur, c'est pas juste dans ma tête, j'imagine que l'utilisateur fait ça et du coup il fait ça. Pas du tout. On va quand même devoir rechercher sur l'utilisateur. Donc on fait des hypothèses, on définissait des fonctionnalités, on partait en conception, donc on conçoit un écran, parce que là c'était vraiment ça, on devait concevoir des écrans, concevoir. On testait et on itérait. Très bien, mais du coup on se focus uniquement sur l'écran. Et donc là, je me suis dit, ok, là il y a un problème, j'arrive dans l'équipe, moi j'ai pas envie de faire des écrans, ça ne m'intéresse pas, j'aime pas passer mon temps sur l'ordinateur, moi ce que j'aime c'est parler aux gens et les écouter
et leur demander ce qu'ils pensent, comment ils le font et pourquoi ils le font. Donc de là, c'est prendre du recul et dire à l'équipe, ok, attention, on va trop vite dans l'IHM et on va tout le temps dans l'IHM. Dès qu'on nous demandait de faire quelque chose, on proposait une IHM. Et vous allez comprendre qu'en fait, finalement, c'est pas ça qui est intéressant, c'est pas la solution, mais comment on y arrive et quelle est la problématique et comment on la traite surtout. Donc il n'y avait pas assez de remise en question, donc l'UX était en bout de chaîne, c'est-à-dire que tout le recueil de besoins, il était fait, mais il était fait déjà orienté. C'est qu'on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin, on ne pouvait pas monter sur le parcours, on n'avait pas une vision globale de son process et de son travail. Après, il y avait vraiment un manque de compréhension de l'UX, c'est ce qu'était un UX designer, qu'est-ce qu'était l'expérience utilisateur. Ce manque de recul de la part de l'équipe, c'est que ça fait 2 ans qu'ils travaillent sur la migration d'un outil, du legacy, donc d'une vieille techno vers une techno web. Ils étaient la tête dans le guidon et ils font de la migration. Ils prennent ce qui se passait dans legacy et ils le mettaient en web, sans se demander si est-ce qu'on pouvait améliorer les choses. Donc ça, c'était vraiment un petit peu l'équipe et ils n'avaient pas du tout le recul. À partir du moment où on parlait du process métier, on disait ouais, mais est-ce que vraiment c'est intéressant d'exécuter cette tâche-là ou d'exécuter ce paiement de telle façon? On disait non, mais c'est pas ton travail, t'es pas un expert de la finance, t'y connais rien, donc laisse-nous tranquille. C'est pour ça que je vous dis que moi je connais rien à la finance et on a quand même changé pas mal de choses. Et donc le fait que l'interface, il fallait expliquer aux gens que l'interface est uniquement un outil du parcours et pas l'inverse. On ne se base pas pour l'interface pour faire le parcours. C'est complètement... Et du coup, que l'expérience utilisateur, il fallait expliquer que cette expérience utilisateur, c'était le process métier. L'expérience utilisateur, c'est pas l'écran. L'expérience utilisateur, c'est le process métier. Et dans ce process métier-là, parfois, il y a des écrans. Et donc, il fallait évangéliser. Première étape, c'est ça. On évangélise. Alors, le terme est un peu fort, mais c'est vraiment ça. C'est aller avec son petit bâton et dire non, mais l'UX, c'est pas ça, c'est pas comme ça que je le vois. Expliquer aux développeurs que c'est pas ça. Expliquer aux chefs de projet que c'est pas ça. Expliquer aux billets que c'est pas ça. Donc c'est vraiment à tout le monde, vraiment dire bon, bah, ok, comment on le fait et qu'est-ce que vraiment l'expérience utilisateur. Pour ça, on a fait un plan de formation, donc c'est se dire bon, bah, sur l'équipe, billet, dev, PO, PM ou autre, on se met tous dans une salle et on donne des cours. Donc voilà, comme si vous vouliez faire une formation en UX design et être UX designer, l'idée c'était ça, c'est donner des cours, donner des cours, donner des cours. Donc ça a été vachement bien adopté par les différents profils parce que la formation à chaque fois était dirigée vers le profil. En tant que développeur, on avait une formation qui était plus orientée vers la construction d'IHM, les problématiques ergonomiques, les critères des lois de proximité ou ce genre de choses-là. Vraiment plus orienté sur construction d'IHM pour le développeur et compréhension. Mais il y avait aussi cette compréhension de ce qu'était l'expérience utilisateur dans la globalité. Et se dire que l'expérience utilisateur, c'est un parcours, un process, pas une interface. Et c'est aussi expliquer que nous, en tant que UX designer, on n'arrive pas en disant bon bah voilà, on va faire comme ça et c'est tout. Non, je connais rien à la finance, je connaissais rien à la banque. Donc je me suis entouré d'experts et je me suis entouré des experts qui étaient présents. Et donc en fait, c'est juste être un vrai facilitateur et les aider à prendre du recul sur ça. Ça, c'était vraiment former les équipes, donc je l'ai déjà dit, et expliquer ses choix. Les premiers mois, les développeurs, particulièrement en Inde, quand on leur fournissait une IHM, ils exécutaient l'IHM, et puis il y avait des pétouilles, il y avait le bouton, il l'avait mis complètement ailleurs, le format de date n'était pas bon, l'espacement n'était pas bon. Et j'ai dit non mais c'est pas ça, ça tu dois faire ça, ça tu dois faire ça. C'est idiot. Genre jamais parler à un développeur comme ça, parce que en fait on n'était pas, je parlais pas méchamment du tout, mais je n'expliquais pas pourquoi c'était important d'avoir un texte proche d'un titre, pourquoi le bouton était en bas à droite, pourquoi il y avait de l'espacement dans les différentes valeurs d'une transaction par exemple. Parce qu'en fait, il fallait vraiment lui expliquer que bah là c'est important d'avoir un espace tous les 3 zéros, parce que c'est plus facile pour l'utilisateur de percevoir ça. Et donc à partir du moment où il perçoit la valeur ajoutée, et bah, il développe plus facilement et plus intelligemment, je trouve. Et en tout cas, ça performe depuis qu'on fait ça. Donc c'est tous les choix qu'on fait, on l'explique au développeur, et le développeur est inclus dans la conception. C'est pas quelqu'un qui arrive en bout de chaîne, c'est quelqu'un qui a du jus de cerveau et qu'on inclut en permanence. Et donc, vraiment, l'intérêt de l'UX aussi, de l'UX designer, c'est d'apporter une vision naïve. Le fait que je sois complètement en recul, bah, il y a des choses que j'ai mis en avant en disant mais ça c'est n'importe quoi de faire ça. Oui, non. C'est remettre en question ce qui se passe. Pas en détruisant ce qui se passe, juste en disant est-ce que c'est normal d'aller dans cet axe-là, oui ou non. Donc là, c'était un petit peu, on se basait uniquement sur ça, c'était les proto-personas, c'était se dire bon bah ok, j'ai un peu son nom, son prénom, ce qu'il fait, c'est la typologie d'équipe, les différents points de frustration qu'il a, les potentielles solutions qu'on peut lui apporter et la partie démographique. Ça,
ok, c'est bien, je connais mon équipe, je la fréquente, je leur parle, très bien, c'est top, hein, je saurais qui est l'utilisateur. Par contre, j'avais pas ça. J'avais pas l'écosystème, je savais pas dans quoi il vivait. J'avais uniquement sa vision produit et la vision d'un écran suivi d'un autre écran, et je ne savais pas qu'il utilisait d'autres applications, qu'il utilisait des manières de travailler, qu'il était en télétravail. Tout ça, c'est vraiment son écosystème. Et donc quand je suis arrivé sur le projet, l'UX précédent, il ne m'avait pas donné cette vision-là. Très important d'avoir le contexte d'utilisation, parce que le contexte fait votre produit. Si votre produit n'a pas un bon contexte et qu'il ne s'intègre pas dans l'écosystème, il ne sera pas utilisé. Donc c'était savoir quel outil, quand, quelles sont ses interfaces et avec qui il interagit. Et donc en fait tout ça, ça va déterminer l'écosystème de votre utilisateur, quels sont les différents produits qu'il a, pourquoi il les utilise, à quel moment et dans quelle direction vont ces outils. Et donc pour vous présenter un petit peu ce schéma-là, ça c'est un début d'interface où on a dit ok, il faut que tu fasses une interface qui permet d'imprimer des documents, 3 types de documents pour l'utilisateur. Très bien. Si moi, un peu bête, je m'arrête là et je dis bon bah ok, je vais juste faire de design d'interface qui est vraiment propre pour moi lui, où je vais créer une interface qui permet d'imprimer, j'apporte pas de valeur ajoutée à l'utilisateur. Là, l'important c'est de comprendre le contexte et où est-ce qu'on va et pourquoi on y va. Donc pourquoi il veut imprimer? Parce qu'en fait il signe et il l'envoie à une autre entité. Et cette autre entité, elle fait quoi? Elle réimprime le document et elle le compare avec ce qu'elle a vu sur l'écran. Parce qu'il y a une donnée, en fait il y a une confiance dans la donnée qui n'était pas bonne. Donc ils avaient une fiche, enfin une interface qui était sur l'ordinateur. Ils imprimaient cette interface pour comparer vraiment ça. Ce qui est déjà un schéma idiot, puisqu'il y avait une extraction des données qui étaient sur l'interface. Bref. Ok. Et donc ensuite, ils prenaient toutes ces données-là et ils les rentraient dans un logiciel. L'idée, c'est de se dire, ok, quand on voit ça, déjà on se demande pourquoi on signe encore. Qui encore actuellement signe des documents? Oui, mais tu comprends, nous en finance, on est obligé de signer parce que c'est ultra important, c'est une preuve légale. Ok, si c'est vraiment une preuve légale, on s'arrête là et on peut chercher d'autres solutions. Là, pour le coup, c'était pas le cas. On appelle l'autre entité, enfin on demande aux utilisateurs, même les utilisateurs ils sont ici principalement, je leur demande mais pourquoi vous signez? Parce que l'autre entité elle me demande de signer. J'appelle l'autre entité, je dis pourquoi ils signent? Parce qu'ils ont toujours signé. Vous n'avez pas besoin de signer? Non, en fait, on doit juste savoir qui c'est, d'où ça vient en fait. Et donc, ça faisait 2 ou 3 ans qu'ils signaient les documents comme ça, où ils perdaient 45 minutes par jour, parce que c'est 80 documents imprimés, 80 documents qu'on scanne, 80 documents qu'on envoie par mail. C'est 45 minutes par utilisateur. Et du coup, si on s'était arrêté à l'utilisateur, il a besoin d'imprimer, on aurait fait une interface qui imprime. Non, nous, ce qu'on veut, c'est un parcours, et du coup, c'est ça maintenant le parcours actuel, où l'utilisateur, il arrive dans une interface qui lui propose des documents, il les vérifie, il appuie juste sur un bouton en disant pour moi c'est validé, ça part dans une autre interface, où là le back-office du coup dit ok, pour moi c'est bon, et ça vient inscrire automatiquement dans le logiciel parce que l'étape d'inscription manuelle ne sert à rien. Et donc tout ça est automatisé. L'importance en fait de sortir de l'interface et de voir plus du parcours, c'est de se dire ok, qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qu'on peut améliorer et fluidifier. C'est supprimer et automatiser. C'est pour ça que c'est important de se pencher plus sur le parcours que sur l'interface en elle-même. L'interface, c'est un outil du parcours. Et donc là, on a automatisé ce bout de chaîne-là, et on a supprimé cette partie-là qui servait à rien. Et donc ça, c'est un vrai gain de temps. Et donc, le designer d'expérience, c'est ça son intérêt. C'est d'appuyer sur le parcours. Et ça, on n'a pas réussi juste parce que j'ai décidé qu'on allait dans cette direction-là. Tout ça, ça vient pas de moi. Ce bout-là, il vient d'un billet. La partie signature, c'est parce qu'on a posé la question. En fait, c'est l'équipe qui est responsable de l'expérience utilisateur, et pas uniquement vous. Pas uniquement l'UX designer, pardon, parce que là c'est pas un public UX designer. Mais c'est pas uniquement l'UX designer, c'est toute l'équipe. Un développeur est responsable de l'expérience utilisateur en faisant du bon code et en étant pertinent sur ce qu'il va proposer dans le développement. Là, toute la partie technique, elle joue un rôle dans l'expérience utilisateur. Et du coup, le développeur est responsable de ça. Le chef de projet aussi, le billet aussi. L'expérience utilisateur, elle se joue sur l'équipe, elle se joue pas sur une seule personne. Si une seule personne qui va avec son bâton en disant oui, il faut aller par là, il faut aller par là, et que l'équipe ne suit pas, il ne se passera rien du tout. Et donc, il y a aussi une importance, c'était de se dire, d'accord, sur une autre application, on fait un gestionnaire de tâches, on crée des tâches et qui font tout un process, donc ça fluidifie entièrement le parcours d'un groupe d'utilisateurs. Très très bien.
Au bout d'un moment, on ouvre et on fait des itérations, on a besoin d'ouvrir ce parcours-là et ce gestionnaire de tâches à une autre entité. Et de dire, en fait, cette tâche-là, elle ne concerne pas que notre équipe, mais aussi une autre équipe. Et moi, bêtement, je dis, ok, qu'est-ce qu'on fait? La réponse des managers, c'était, on ouvre l'outil. On ouvre l'outil, on leur demande de venir sur l'outil et d'activer la tâche. Par exemple, sur certains supports, quand on demande au support, ça m'a toujours fait rire, d'utiliser une certaine application, ils ont 2 applications de tickets. Donc dans le premier, ils ouvrent le ticket, ils l'écrivent, ils vont dans la deuxième interface, ils ouvrent un deuxième ticket qui correspond exactement au même, puis quand ils ferment, ils referment l'autre. Ça, perte de temps totale. Et donc là, l'idée, c'était pas de donner un nouveau gestionnaire de tâches à quelqu'un, si dans l'autre entité, il y avait déjà un gestionnaire de tâches. Et donc, au lieu de donner notre outil, on a créé un pont entre notre outil et le leur. Et du coup, on envoie de la donnée, ça s'affiche dans leur gestionnaire de tâches, ils le clôturent, ça nous renvoie de la donnée. Voilà. Et on n'a pas créé de nouvelle interface, en fait. On a juste créé des ponts, et c'est vraiment ça, c'est s'implanter dans ses habitudes. Et ça a été vraiment le déclic, parce que quand on a parlé à leur manager, ils me disaient, ouais, mais si vous nous donnez un nouvel outil, il faut les former. Je dis, non, mais l'outil, il est super intuitif. Il dit, non, mais c'est ok, il n'y a pas de souci, oui, il est intuitif, moi je l'ai vu, tout le monde va comprendre. Mais moi, j'aurais même pas besoin de les former, parce qu'ils ne vont pas l'utiliser, ton outil. S'ils ne comprennent pas le contexte d'utilisation et à quoi va vraiment servir l'outil, ils ne l'utiliseront jamais. Et s'ils ne s'implantent pas en plus dans leur quotidien, il ne lui sera pas du tout utilisé. Donc vous allez faire des développements qui serviront à rien. Donc en fait, c'est tout ça, c'est comprendre l'utilité du produit, comprendre comment on l'intègre dans l'écosystème de l'utilisateur pour qu'il l'utilise plus facilement. Que ce soit une interface numérique, vocale, ou tout ce qu'on veut. C'est vraiment se dire que l'interface, c'est un aboutissement. Mais avant, c'est son parcours et le produit, comment on l'intègre dans tout ça. Remonter du coup jusqu'au process, et donc ça c'était vraiment important. Donc là, c'est un petit peu danger. Mais c'est vraiment important de se dire que ok, il faut accepter qu'on remonte jusqu'au process et qu'on ne voit pas les choses d'une manière silotée. Si on ne voit pas une interface après une autre, après une autre. Si vous faites ça, vérifiez qu'au bout d'un moment ce soit bien un vrai parcours et qu'il y ait un lien entre toutes les pages, parce que sinon vous allez vous planter entièrement. Donc c'est pour ça que c'est important de parler de parcours et aussi de process et se dire est-ce que mon interface elle a vraiment un sens, est-ce qu'elle s'intègre dans son quotidien et est-ce que je ne peux pas changer ça. Donc pour faire ça, il y a besoin d'expliquer ce qu'est l'UX et d'évangéliser sur l'équipe et de vraiment faire comprendre quel est l'intérêt de l'UX et que ça ne se joue pas uniquement sur une personne, que ce n'est pas uniquement l'interface mais que c'est tout le monde qui est responsable de ça. Et donc vraiment se permettre de remettre en question les process métiers. Le fait de remettre en question les process métiers, ce que je disais, on ne va pas le détruire, parce que si on m'avait dit c'est légal et on ne peut pas faire autrement, d'accord, et bon, on reste comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas mettre de la e-signature? Ah bah si, peut-être on peut faire ça, là c'est ce qu'on fait sur une autre application. C'est vraiment essayer de changer le quotidien pour pas uniquement transférer l'interface et faire une interface pour faire une interface. C'est pour ça que je vous disais au début, il vaut mieux pas du tout d'interface qu'une interface très bien faite. Parce que si elle continue à lui faire perdre du temps, elle sert à rien. Donc ça, c'est important. Et continuer d'interroger les utilisateurs sur leur parcours, ça aussi, c'est le fait de... Le quotidien change et continuer à savoir un petit peu s'il y a eu des gros changements, s'ils ont eu des nouveaux outils. Parce que les outils que vous développez, ils vivent dans un écosystème. Il n'y a pas que le vôtre. Donc est-ce que sur les autres outils, ça change? Est-ce qu'ils apprécient les changements? Est-ce qu'ils ne les aiment pas? Donc c'est vraiment ça. Votre utilisateur, il n'utilise pas que votre produit. Enfin, rarement en tout cas. Et on automatise le maximum de choses. Tout ce qui est inutile, on automatise. Et on améliore son quotidien et pas son interface. S'il n'a pas besoin d'interface, on lui enlève, ça améliorera son quotidien. C'est vraiment ça qui est important en expérience utilisateur. On améliore le quotidien, on n'améliore pas l'interface. Et donc ça, pour le coup, il n'y a pas photo. C'est parler du UX en permanence, parler de développement. Et quand je parle du UX, c'est aussi en tant que développeur, dire bon bah ok, qu'est-ce que je fais en tant qu'expert, comment je m'approprie le sujet, comment je pense centré utilisateur, comment j'applique ces méthodologies. Ça c'est ultra. Et donc parler du UX dans sa globalité et pas uniquement l'interface, parce que sinon on va faire de l'ergonomie ou ce genre de choses-là. Et après, échanger et intégrer les développeurs. Depuis que mes développeurs sont intégrés dans la conception, dans le sens où c'est eux-mêmes qui font les interfaces et plus moi, c'est fluide. Enfin, en fait, ça va beaucoup plus vite. Je teste beaucoup plus rapidement sur des protos qui sont du coup faits en HTML, CSS et plus sur des JPEG. Il y a une vraie intelligence derrière et ils corrigent eux-mêmes ce qu'on peut appeler bug ou improvement. Ils ont vraiment une autonomie complète. Et moi, c'est ce que j'aime, parce que pour moi, un développeur est vraiment une ressource qui n'arrive pas en bout de chaîne, mais qui vient directement à la conception. Et ça, les entreprises ont tendance à un peu trop l'oublier.
Et savoir dire non, et ça c'est plus en tant qu'UX, c'est quand on nous dit fais un bouton, c'est dire non, je vais pas faire un bouton, on va faire autrement. Et donc ça, on peut trouver ça comme un caprice, mais c'est ultra important de savoir dire non, parce que sinon on reste dans ce confort un petit peu de mise en place d'un bouton. Voilà, je vous remercie.